Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste, dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Michel, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience. Bonjour Michel, merci de participer à ce podcast. Dans un premier temps, peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, je m'appelle Michel Giraud, j'ai 63 ans, je suis licencié au club de l'AS Meudon Cyclotourisme près de Paris. Je fais du vélo depuis 45 ans, j'ai fait mon premier 200, ça fait 44 ans, mon premier voyage à vélo en 1982, j'ai tâté un peu de toutes les facettes du vélo taf, à la sortie club de la demi-journée, au séjour club, au voyage itinérant en France, à l'étranger, au voyage au long cours hors d'Europe, et aux brevets plus difficiles de 100, Flèche Vélociaux, Paris-Brest-Paris, Euro-Diagonale, Tour Cyclotourisme International, Velle Europe et Diagonale, puisque j'ai terminé ma 25e diagonale il n'y a pas plus longtemps qu'hier matin. Belle 44 ans de vélo, c'est ça ? C'est ça. Te souviens-tu de ta première diagonale et comment as-tu eu connaissance des diagonales ? Alors je me souviens bien sûr de ma première diagonale, comme de toutes, comme de chaque étape de chaque diagonale, qui sont quand même des événements marquants dans la vie d'un cyclotouriste. Et ma première diagonale, c'était en 1993, Dunkerque-Menton. Et j'avais connu les diagonales par la revue de la FFCT. Il y avait eu un dossier diagonale qui s'intitulait peut-être La vie en diagonale, où il y avait un certain nombre de diagonalistes qui racontaient tout ce qu'ils faisaient de formidable et traversaient la France comme ça en faisant 9 diagonales et même un deuxième cycle avec 18 diagonales, ce qui me paraissait totalement invraisemblable évidemment à l'époque. Et ça m'avait intéressé parce que ça m'avait paru assez difficile, mais en même temps encore abordable avec mes capacités. Et j'avais rencontré plusieurs cyclos qui en avaient fait, et avec l'un d'eux qui en avait fait lui déjà 9, il avait fait un premier cycle de 9 diagonales, et on s'était dit qu'on pouvait tenter une ensemble. On avait fait nombreuses balades ensemble, en sachant que moi, 2 années avant, en 1991, j'avais fait mon premier Paris-Brest-Paris, en autonomie, en essayant d'aller le plus vite possible, donc en dormant très peu, ce qui était très dur pour mes capacités. Et je me suis aperçu que faire une diagonale, c'était quand même beaucoup plus facile, parce que les délais sont plus larges, et j'avais beaucoup moins peiné dans cette première diagonale que dans le Paris-Brest-Paris 2 ans avant. D'autant que cette même année 93, un mois avant, on a fait la diagonale, ça devait être à la Pentecôte, et on avait fait la Flèche Vélociaux pour arriver à Pâques en Provence. Flèche Vélociaux, il faut faire 500 km en 24 heures. Et ça, donc on avait roulé toute la nuit. Et donc après, finalement, la diagonale m'avait paru plutôt facile, parce qu'on était dans de bonnes conditions, il avait fait beau, plutôt un vent favorable à 2, on s'était bien entendu. On bivouaquait, donc on s'arrêtait le soir où ça nous paraissait bien, compte tenu de la distance à faire et de notre état de forme et de l'endroit où on pouvait trouver un endroit pour bivouaquer qui nous paraissait suffisamment confortable. Et donc, au vu de ces difficultés de Paris-Brest-Paris et de la Flèche Vélociaux, eh bien la diagonale m'a paru encore finalement quelque chose de plutôt facile et de plaisant. Je reviens sur Paris-Brest, tu te souviens du temps de ton Paris-Brest 91 ? Oui, j'avais mis 72 heures. Un très bon temps. Parce que c'était dans mes capacités. Et c'était aussi dans mes capacités limites, parce que je voulais aller le plus vite possible. Donc j'avais dormi seulement 1h30 à Brest. J'étais en autonomie, ce qui change beaucoup de choses par rapport au fait d'avoir une voiture suiveuse. Et c'était aussi, en 1991, le 100e anniversaire de Paris-Brest-Paris. Paris-Brest-Paris, dont le premier vainqueur en 1891 avait été Charles Théron,
qui avait mis lui aussi environ 72 heures. Alors je m'étais mis dans l'idée avant le départ de faire comme Charles Théron. Les conditions n'avaient rien à voir, parce qu'à l'époque les routes n'étaient pas goudronnées, enfin, c'était pas comparable. Enfin, c'était amusant de comparer le temps au bout d'une centaine d'années après. Bel objectif horaire. Tu m'indiquais que tu te souviens de chaque étape de tes 25 diagonales. J'en reviens à la première. Tu m'as dit que vous étiez à deux. Ça s'est bien passé. Tu te souviens de l'arrivée à Menton ? Bien sûr, l'arrivée à Menton, c'était un grand moment. Alors, il y a eu un petit épisode amusant à propos du mental, parce qu'on avait passé les Alpes et bon, on était dans les temps très, très confortables. On a toujours eu, j'avais fait une feuille de route, et on a toujours eu environ 2 heures d'avance sur les temps de passage, donc ça, c'est confortable, ça permet de réparer une crevaison, de se reposer s'il y a un coup de mou ou autre. Je trouve globalement en diagonale, avoir 2 heures d'avance en continu, c'est bien. Faut pas forcément plus. Faut au moins ça pour parer au coup dur. Donc on avait 2 heures d'avance, donc à Menton, on était passé par le bas. Je voulais passer par le bas, donc la petite corniche, par Villefranche, Beaulieu, arrivé à Monaco, Monte-Carlo. Et puis là, j'avais vu une petite côte en arrivant à Monaco. Puis là, je m'étais arrêté en bas. Et le collègue avait filé, s'était pas aperçu de mon arrêt, était revenu, m'a demandé qu'est-ce qui t'arrive. Ah bah il y a une côte là, c'est vraiment trop dur, j'y arriverai pas. Alors il m'a dit, bah non, tu sais, c'est une petite côte, ça va aller, essaye, tu verras bien. Bon, j'ai monté la côte, évidemment. Et puis après, on est arrivé à Monaco. C'était le jour du Grand Prix de Monaco, de Formule 1. Et ça fait... Alors d'abord, la police de Monaco nous a déviés. Et je me souviens du boucan, parce que les voitures passent en bas, le long du port. Il y a des endroits célèbres, ils passent dans la ville. Enfin, le circuit, c'est dans les rues de la ville. Et ça faisait des hurlements, des moteurs, des Formule 1. Ça m'a laissé un souvenir incroyable, ce vrombissement. Et puis on arrivait tranquillement après au commissariat de Menton, et on a pointé, et on était contents. L'émotion que tu avais, c'était on était content, on y est arrivé. Oui, parce que comme ça se passait bien tout au long, sachant qu'il y avait les 2 heures d'avance, bah, bon, ça faisait, il n'y avait pas de raison que ça aille mal à l'arrivée plus qu'avant, donc on était dans des conditions, j'étais dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec celles de mon arrivée à Paris-Brest 2 ans avant, donc tout allait bien. Vous aviez bivouaqué, tu m'as dit, vous étiez de fait très chargé, pas forcément. Nous avions un tapis de sol, une couverture de survie, pas de tente. Donc on essayait de trouver un endroit fermé, une grange ou un abri fermé, ne serait-ce que pour s'abriter de la pluie éventuelle, du vent. Et comme il faisait pas trop froid, ça allait. Ça m'a pas laissé de mauvais souvenirs. J'ai fait les 2 suivantes en bivouaquant qui ont été beaucoup plus difficiles. Mais celle-ci, ça a été... Bon, évidemment, il y a l'inconfort du bivouac, c'est-à-dire qu'on n'a pas de douche, on mange un peu... Enfin, on pouvait manger au restaurant, bien sûr, avant. Mais il y a l'inconfort du bivouac sans douche et en gardant plus ou moins ses vêtements. Donc c'est un peu... Ça va bien quand on a 30 ans, quand on en a un peu plus, on s'embourgeoise et on cherche son petit confort le soir. En première diagonale, tu en as fait 24 dans la suite. Pourquoi ? Quel plaisir tu y as trouvé ? Oh, c'était l'idée de continuer, comme la première s'était bien passée, ça m'avait bien plu, pas trop difficile, mais un peu quand même. Et puis ce qui m'a paru très intéressant, c'est de choisir sa date de départ, son itinéraire, son découpage des étapes. Il y a l'idée de globalité, puisque quand on est fait 9, on a un premier cycle, quand on en fait 18, on a un deuxième cycle. Mais quand j'ai fait la première et la deuxième, j'avais même pas dans l'idée de pouvoir en faire 9. J'avais l'idée toujours essayer de bien préparer la suivante et d'en faire une de plus. Mais c'est très plaisant. Et ce qui m'a paru toujours très étonnant, et ce qui continue à me paraître très étonnant, peut-être le plus étonnant, c'est que comme on va globalement en ligne droite, et ben, au bout de 2 jours, quand on regarde la carte de France, on s'aperçoit qu'on a déjà traversé la moitié de la France en 2 jours. Et ça reste 30 ans après, peut-être l'élément le plus marquant quand je fais une diagonale. Parmi le reste, bon, tout ce qui est long cours avec le voyage, le départ, la nuit, le petit matin, la nature, les bruits de la nuit, et puis les animaux de la nuit, et le lever du jour, qui est toujours un événement marquant, surtout quand on aperçoit le soleil qui se lève.
et tout le reste. Mais la traversée de la France en direct, c'est fort pour moi, qui aime les cartes. Je suis géographe de formation, j'apprécie les atlas et les cartes. D'ailleurs, je garde évidemment toutes mes traces, j'ai gardé toutes mes traces de tous mes voyages, tout mon vélo en numérique, et c'est très plaisant de consulter ça. Tes diagonales, la première à deux et les suivantes toujours à plusieurs ou? Les suivantes toujours à plusieurs, j'ai eu la possibilité de trouver à chaque fois des compagnons de route, certains avec lesquels j'ai fait de nombreuses diagonales, Sylvain avec laquelle j'en ai fait 8 avec celle d'hier, et Jean-Louis Borac de Lyon avec lequel j'en ai fait 13, alors soit en duo, soit à 3, soit à 4, mais j'en ai fait beaucoup en duo, et puis donc le plus gros groupe c'était même jusqu'à 5. On a fait quelques-unes en groupe de 5, ce qui est beaucoup, ce qui me paraît trop, parce que ça freine quand même. C'est un gros groupe qui n'apporte pas grand-chose d'être à 5, parce que les relais se font pas, et chacun a un rythme finalement assez, pas toujours égal aux autres. Mais 2, je pense que 3 c'est bien, parce que 2, si on est 2 et être fatigué, on va trouver le troisième qui va pouvoir relayer. La difficulté d'être à 3 ou à 4, après, c'est de trouver des hébergements qui peuvent recevoir 3 ou 4 personnes pour lesquelles il faut 2 chambres à 2 lits, et ça, c'est un des problèmes de l'organisation, trouver l'hébergement. Entre autres, mais ça, c'est un des éléments délicats de l'organisation, de la préparation d'une diagonale. Donc tu dis pour toi 3 c'est l'idéal. Faire une diagonale est quand même un moment assez intense, il faut faire un bloc, il faut partir avec des compagnons de route que tu connais bien. Oui, ça c'est une des difficultés, parce que pour savoir si ça va marcher, il faut l'avoir fait, et pour l'avoir fait, il faut essayer, et donc c'est un peu au jugé. Moi j'ai eu la chance de partir avec des compagnons de route qui en avaient fait déjà, et avec lesquels je me suis bien entendu la plupart du temps, sauf un ou deux cas, mais la plupart du temps ça s'est bien passé. Et heureusement, parce que avec la fatigue peut engendrer l'énervement, la crainte de ne pas y arriver, des choix à faire. Il y a beaucoup de micro-choix, de micro-décisions diagonales à prendre jour après jour pour les arrêts, les hébergements, la restauration, des petits choix de route en modification. Simplement, s'il commence à pleuvoir, on s'arrête pour bâcher ou pas. Il y a beaucoup de petits éléments à prendre en compte. Donc il faut essayer moi parfois de prendre sur soi pour surpasser les moments délicats, ou les difficultés d'approche ou d'appréciation. Mais bon, là, j'ai toujours fini avec tout le monde, et on a toujours fini ensemble, donc c'était le principal. Tu veux dire que pendant une diagonale, il faut construire ensemble, tu pars pas du principe où il y a, comme en Audax, un capitaine de route qui dit maintenant on s'arrête, on repart maintenant à tel endroit, etc. Mais ça se construit ensemble, c'est là où il faut construire avec l'autre à chaque fois. En Audax, c'est très différent, parce qu'ils sont nombreux. Donc il y a l'organisation capitaine de route avec une moyenne de 22,5, c'est clair pour tout le monde, et chacun accepte ça, et ça paraît quand même plus facile, parce qu'en diagonale on est 2, 3, donc à 2, 3 c'est un peu plus difficile, ou alors il faut vraiment être très exigeant. Surtout les arrêts, ce qui plombe les diagonales, c'est les arrêts. Donc quand on commence à s'arrêter, il faut être vigilant. On regarde la montre et on essaye de dire on repart dans tant de temps. Et quand on s'assoit, alors là, être très vigilant, parce que c'est le piège. On peut passer beaucoup plus de temps que prévu. Mais parfois, il faut faire preuve d'un peu pas d'autorité, mais d'indiquer que la meilleure solution serait, à nos yeux, de faire ainsi. Bon, à chacun de comprendre que tout le monde souhaite aussi finir dans les délais, donc prendre les meilleures dispositions pour réussir. Les temps de pause sont forcément plus longs quand tu es à 3, 4 nombreux. Oui, parce que alors déjà les arrêts intermédiaires, les arrêts en pleine route, moi j'ai vécu des diagonales à 5 où chacun s'arrêtait quand il voulait. Donc à un moment donné, il faut dire l'arrêt pour mettre la crème, l'arrêt pour changer la carte, l'arrêt pour discuter, l'arrêt propice, l'arrêt
pour bâcher, l'arrêt pour débâcher, l'arrêt pour ceci, l'arrêt pour cela, c'est tout le monde en même temps et 3 minutes. Donc déjà, bon. Et puis ensuite, au restaurant, évidemment, quand on se pointe H5, le restaurateur il va dire, bon ceux-là ils ont leur temps. Tandis que quand on arrive un ou deux, on dit, qu'est-ce que vous avez de prêt, de chaud, de rapide, un plat, et hop. Et d'ailleurs, le meilleur restaurateur, à mes yeux, il y en a de moins en moins, mais ce sont les restaurants routiers. Parce que eux, en 20 minutes, on est servi, entrée, plat, dessert, café, c'est pas cher, c'est bon, c'est copieux. Mais c'était sur les nationales, donc en diagonale, on essaye d'éviter les nationales. Il y a de moins en moins de routiers, mais le truc, c'est d'avoir aussi la liste des restaurants routiers, et quand on passe devant, il ne faut pas hésiter à y aller. Et tu fais une pause restaurant à midi également ? À midi, on essaye de manger chaud, dans la mesure du possible, si on n'est pas très loin. Par exemple, il y a 3 jours, j'avais prévu un petit détour de 500 mètres en haut d'une côte pour aller manger chaud dans un restaurant de chaîne qu'on connaît. Et on sait qu'en 3/4 d'heure, on aura un plat, dessert, café chaud, et on peut plus se récupérer en mangeant chaud, parce que bon, si on mange un sandwich, on va être moins nourri, on va peut-être gagner 20 minutes, mais au bout du compte... c'est bien aussi de prendre un peu de restaurant à midi si ça ne dure pas trop longtemps. J'en reviens à tes 25 diagonales. As-tu un souvenir marquant sur ces 25 ? Ou vraiment là tu t'en souviens ? Eh bien l'avantage ou l'intérêt ou le plaisir des diagonales, c'est qu'on se souvient de toutes les diagonales, et on se souvient moi je me souviens de toutes les diagonales évidemment. Je peux raconter quelque chose à propos de chaque étape de chaque diagonale, ce qui est très différent des BRM de 200, évidemment des sorties club, ou les BRM de 200, je ne pourrais pas dire quelque chose à propos de chaque. Les étapes de diagonale, oui. Souvenir marquant, c'est ma 2e diagonale, c'était Menton-Brest, c'était au début avril. On avait traversé le Massif central en bivouaquant, et ça avait été très dur pour moi par manque de sommeil, parce qu'il fait nuit, à plus longtemps que fin juin. On s'arrêtait dîner le soir au restaurant, et après il fallait repartir dans la nuit, rouler 2 heures, et j'étais vraiment très très fatigué. C'était très difficile de se lever le matin à 5 heures après le bivouac. Au bout de combien de diagonales tu es passé de je bivouac à je vais à l'hôtel avec une douche et un lit ? J'en ai fait 3 et je me suis arrêté quelques années, presque 10 ans. Et après, je me suis embourgeoisé, et puis j'ai trouvé un groupe, parce que sur les 25, j'en ai peut-être fait 20 où je m'occupais de rien. J'étais le bagage qu'on tirait derrière, et quelqu'un d'autre s'occupait de la feuille de route, du tracé, de la date, de la diagonale à faire et tout le reste. Donc je suivais le mouvement. Donc, là, c'était la préférence hôtel, ce qui me convenait. Parce que j'aurais pas... Enfin, c'est beaucoup plus difficile en bivouac. De toute façon, quand on vieillit, on récupère quand même moins. Tu disais que tu suivais, tu ne t'occupais pas des feuilles de route, etc. Maintenant, tu fais tes feuilles de route. C'est quoi pour toi une journée type de diagonale ? Comment tu vas construire ta feuille de route ? Ça dépend beaucoup des hébergements. Compte tenu des hébergements, le choix qui a été fait, c'est de faire un découpage régulier à 270-280 km par jour, éventuellement entre 260 et 320 selon les bornes extrêmes, selon le dénivelé, et trouver un hébergement. Pendant longtemps, on a pu descendre en chambre d'hôte, mais on essaye, parce que chambre d'hôte ne peut pas arriver trop tard quand même, c'est embêtant. Et puis il peut y avoir quelqu'un d'autre dans la chambre d'hôte, il ne faut pas faire de bruit. Donc on privilégie les hôtels de chaîne où on peut arriver, c'est totalement autonome avec un code d'accès. Et on essaye de toujours faire un équilibre, une balance entre la distance et le dénivelé. D'ailleurs, là c'était la dernière diagonale qu'on a faite là, il y a quelques jours, et un bon exemple, puisque on est parti pour Hendaye-Strasbourg, et le hasard, c'était la première fois, c'est trouvé qu'au commissariat d'Hendaye, on avait arrivé quelqu'un qui faisait aussi Hendaye-Strasbourg. Et on lui demandait par où il passait, il nous a dit « moi je vais tout droit ». Alors tout droit, on s'est aperçu à la fin que ça faisait pour lui 80 km de moins, ensemble diagonale, mais 2000 mètres de dénivelé de plus. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier ? Je ne sais pas.
Si on est bon grimpeur, évidemment, on peut taper tout droit. Moi, j'avais fait cette diagonale en tapant tout droit. C'est quand même beaucoup plus difficile. Mais après, ça fait partie des exemples de choix. Nous, on a pris l'idée de contourner le Massif central par le nord-ouest, par le Limousin, et de rattraper le canal à Digoin. Et après, c'était en grande partie plat entre Digoin et Strasbourg. Mais ça fait partie des choix majeurs. Et d'ailleurs, à ce propos, l'IGN, il y a quelques années, proposait une carte murale en relief. Et la carte murale de l'IGN en relief permet de voir un peu le relief de la France et de se dire que si on passe par ici, il y aura peut-être moins de côtes que si on passe par là. Alors, je reviens sur Hendaye-Strasbourg, dont tu parlais à l'instant. Tu es arrivé hier avec Sylvain de cette diagonale. Comment elle s'est passée? Eh bien, au départ, moi je me disais que cette diagonale partait très bien, parce qu'on avait plutôt du temps avec une température modérée, alors que j'avais fait le tour cyclotouriste international il y a un mois sous la canicule, et on avait plutôt du vent favorable. Et compte tenu d'un dénivelé finalement assez faible de 7500 mètres de dénivelé prévu pour l'ensemble, ça allait pas mal. Et j'avais plutôt un bon entraînement. Mais finalement, on a relativement peiné parce qu'il y a eu des petits micros-événements qui se sont enchaînés. On est arrivé de plus en plus tard à l'hôtel, on a dormi de moins en moins longtemps. Et au bout du compte, on a fini dans les délais, mais sans rien de trop, et on était content d'arriver. Comme quoi, une diagonale, c'est bien de prévoir, mais sur le terrain, ça reste une épreuve à prendre avec respect et considération. Et justement, en étant arrivé hier, tu es dans quel état physique et mental? J'étais un peu de lassitude, là, on est arrivé par le canal latéral au Rhin, donc par le sud, le sud de l'Alsace, de Neuf-Brisac. Bon, c'est très bien les chemins de halage, les voies vertes. C'est tout plat, c'est bien goudronné, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de problème de navigation, c'est direct. Mais la difficulté, c'est un peu la monotonie. Et en plus, on avait pris déjà un long chemin de canal entre Dole et Belfort. Et notre difficulté, c'est qu'il n'y a aucun magasin. C'est-à-dire que le chemin ne passe pas dans les villages, passe à l'extérieur des villages. Donc soit on fait le choix de détourner, mais c'est toujours embêtant, soit on fait le choix de continuer, et il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun café, aucun magasin, aucun restaurant, rien du tout. Et en plus, ça finit par être un peu monotone à la fin, un peu longué. Donc moi, j'étais quand même content d'arriver, un peu longué, un peu monotone. Mais au point de vue physique, je n'avais pas de douleur, mal nulle part, un peu de fatigue, mais sans plus. Comment, justement, tu gères l'effort? Quels sont tes concepts pour gérer l'effort sur plusieurs jours? De toute façon, les principes de base, c'est d'être toujours en dedans, toujours manger avant d'avoir soif, manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif, des arrêts courts, et puis toujours se dire, alors j'ai roulé de nombreuses diagonales avec quelqu'un qui doit en être à 29, qui a arrêté maintenant, mais qui nous disait, un bon diagonaliste n'est jamais inactif. Donc autrement dit, on pédale, si on s'arrête, c'est pour quelque chose. On s'arrête pour manger, on s'arrête pour dormir, mais sinon, il y a danger. Quand il n'y a pas utilité absolument à s'arrêter. Donc ça, c'est les principes de base. Rester en dedans dans les côtes, on peut mettre quelques dents de moins. J'ai pas de compteur cardiaque, mais c'est un peu cette idée-là. Et puis, toujours laisser avancer le vélo, ne pas appuyer sur les pédales, laisser le vélo qui avance. C'est le vélo qui entraîne le bonhomme, et puis on peut relancer en haut des côtes pour faire des descentes correctes. Et puis le moral joue évidemment un rôle majeur. Et puis le GPS, c'est un outil formidable, un outil extraordinaire. La question, qu'est-ce qui a changé par rapport aux premières, c'est évidemment le GPS qui change tout. Pas tout, mais c'est tellement confortable. Je reviens sur ce que tu disais, c'est le vélo qui entraîne le bonhomme. Absolument. Alors moi j'ai un vélo sur mesure en acier. Donc le gros avantage de l'acier, c'est qu'il
il y a une forte inertie. Donc une fois que le vélo est lancé, il avance sur son aire, et on peut s'arrêter de pédaler de temps en temps, et ça continue à avancer, on relance un peu, et ça poursuit son mouvement avec à peu près la même vitesse, donc très différent du comportement du carbone. On ne va pas pouvoir suivre un groupe, on ne va pas pouvoir faire des accélérations, mais sur longue distance, ça a l'avantage énorme d'être beaucoup plus confortable, puisque l'acier absorbe les vibrations des routes, notamment sur revêtements rugueux. Et puis à cela s'ajoute le confort du sur-mesure qui fait que j'arrive sans avoir de douleur, tendinite Et je roule même en sandalettes avec des cales intégrées aux sandalettes, ce qui étonne beaucoup de monde, mais pour moi ça va très bien. Et donc tu finis la diagonale sans douleur de main, de cervicale, de fesses? Tout à fait, sans douleur. Et ça a été un changement suite à ton vélo sur mesure ou tu avais déjà une absence de douleur avant? Alors j'ai commencé diagonale avec un vélo sur mesure, et ensuite je suis passé à un vélo carbone, et là j'avais quand même un peu plus de petites douleurs partout, donc ça se sent quand même, ça change. J'étais même très fier, parce que la première fois j'avais pris mon vélo sur mesure, mon vélo en carbone, pardon, c'était un vélo neuf. J'avais dit aux collègues, attention, j'ai un vélo neuf, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est moi qui ai vu, parce que j'étais plus fatigué qu'avant avec mon vélo sur mesure, qui avait quand même un certain nombre de kilomètres. Et évidemment, en passant avec un vélo neuf sur mesure, donc mon vélo actuel, j'ai retrouvé les sensations de facilité que j'avais eues au début des diagonales, en fait. D'accord, donc ça change quand même. Tu peux dire de chez qui il vient ton vélo sur mesure? Je l'ai fait construire chez les cycles Victoire à Beaumont, près de Clermont-Ferrand. Donc un vélo en acier c'est un vélo en acier équipé en campagnolo. Tu as indiqué, en parlant de comment tu gérais l'effort, des conseils, de fait que tu pourrais donner aux futurs diagonalistes. Tu revenais sur les concepts de vélociaux, hein, bien évidemment, qu'il faut, c'est vrai, se replonger. Tu as indiqué également qu'entre la tête et les jambes, si j'ai bien compris, c'est quand même la tête qui commande. Oui, un exemple encore récent, puisque hier matin, on était quand même un peu juste dans les délais, puisqu'on avait mis le réveil, on ne s'est pas réveillé, on a dormi une heure de plus. Finalement, Sylvain finit par se réveiller. Et donc, on est parti, c'était un peu juste, il fallait faire du 20 de moyenne, ce qui normalement va bien, mais pour nous, il n'y avait rien de trop. Et puis Sylvain a crevé en bas d'une côte. Alors moi j'étais en haut de la côte, j'ai eu la paresse de redescendre, donc il a réparé. Il m'a appelé, il m'a dit, oh là là, c'est mal barré. Moi, je lui ai dit, écoute, répare, rejoins-moi, on fera le point. C'est ce qu'il a fait. On a fait le point. On s'est aperçu que 20 de moyenne dans les conditions de vent, de dénivelé, ça passait. Et c'est passé. Donc garder le moral, tant qu'on n'a pas atteint le délai, rien n'est perdu. Vous avez très peu dormi sur cette diagonale, il me semble. Alors, comme je disais à Sylvain tout à l'heure, une diagonale perdue, c'est une diagonale qu'on croit perdue. C'est-à-dire que quand on pense que ça va aller au bout, c'est bon, on continue, et on va y arriver. Okay. Et quand on s'imagine quand on pense que c'est fichu, ça commence à être fichu. Tu as eu, j'imagine, des moments difficiles dans tes 25 diagonales. Comment tu les surmontes? Là, l'apport du groupe fait beaucoup, parce que quand quelqu'un est fatigué, l'autre va un peu mieux, garde de la lucidité. Sur 2 ou 3, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus lucide. Les moments de fatigue varient selon les individus. Enfin, les périodes de fatigue varient selon les individus. Donc quand l'un est fatigué, l'autre va mieux. Et ça permet d'être plusieurs, de gérer ça. Et on mange, on boit. Moi, je prends beaucoup de café. Donc avec un café, le moral remonte. Un peu de caféine, et ça donne un coup de fouet. Et puis, on reprend, on boit un coup, on bâche, on débâche, et puis on repart, et puis on s'aperçoit que finalement, ça peut aller. On avance. On avance. Tu es arrivé hier. D'ailleurs, il faut toujours rouler. Roule toujours, comme disent les anciens. Tu es arrivé hier de Strasbourg, depuis Hendaye. C'est quoi la suite? Et d'ailleurs, pour compléter la dernière réponse, sur mon GPS, on peut mettre un nom sur l'endroit de la navigation, et moi j'ai mis Vorwärts. Alors, Vorwärts, les germanistes auront compris que ça veut dire en avant.
En avant. Alors la suite, c'est neutro. Demain matin, nous partons pour une eurodiagonale de Strasbourg à Budapest. Tu peux dire quelques mots sur les eurodiagonales ? Les eurodiagonales, c'est un peu les petites sœurs européennes des diagonales. Le principe est le même, relier deux villes. La tête est une des villes des 6 des diagonales. Donc Brest, Strasbourg, Menton, Perpignan, Hendaye, Dunkerque. Et l'arrivée correspond à chacune, donc ça peut être Brest-Inverness, Dunkerque, Copenhague, Strasbourg, Budapest, Menton, Bari, Perpignan, Malaga et Lisbonne, Hendaye, Lisbonne, à faire en un délai d'environ 150 heures, ce qui correspond à environ 170 km par jour. Donc des délais qui sont quand même beaucoup plus confortables de ceux d'une diagonale. La difficulté étant qu'on roule à l'étranger avec difficultés de langue, de culture, mais qui sont quand même beaucoup plus acceptables et faisables à mon avis. Tu en as fait plusieurs déjà des eurodiagonales ? Nous avons fait la première avec Sylvain l'an dernier, Menton-Bari. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Aimerais-tu ajouter encore quelque chose ? Nous avons déjà beaucoup dit. N'hésitez pas à faire des diagonales, à faire des longues distances. C'est plaisant, ça laisse des souvenirs. Allez-y, lancez-vous. On se souvient de chaque jour, de chaque étape des 25 diagonales. Alors ça, félicitations. En tout cas, merci beaucoup Michel pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou non et qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. J'en profite pour vous remercier des nombreux commentaires que je reçois d'appréciation de ce podcast. Merci beaucoup Michel. Merci à toi. Au revoir.